Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Iguihé. Avec moi dans les studios, Tite Gatabazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Bienvenue à vous. Merci. Comment ça va aujourd'hui Tite? Ça va. Il fait très chaud, le temps est lourd, le climat n'est pas... Ouais, mais ça va. Tite, aujourd'hui nous sommes ici pour une édition spéciale. Beaucoup de trucs se trament dans la région des Grands Lacs. Si vous nous permettez, nous pouvons commencer. Allons-y. Tite, actuellement à Kinshasa se poursuit un procès de 10 officiers généraux et supérieurs des FARDC ainsi que d'un civil devant la haute cour militaire. Parmi les prévenus figurent de nombreux généraux qui auparavant étaient considérés comme des figures clés du pouvoir de Tshisekedi. De quoi sont-ils reprochés actuellement? Ça ne date pas d'hier. Hein. On a vu une vague d'arrestations, d'ailleurs dans des conditions irrégulières, des officiers généraux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un général? C'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Encore faut-il le démontrer. Mais à Kinshasa, étant donné que on a vu, on a acté que le pouvoir était dans une gouvernance chaotique. Il y a beaucoup d'improvisation, il n'y a pas de ligne claire, il n'y a pas de... Donc, quand tu as une gouvernance chaotique, le pouvoir génère de la brutalité. Quand on exerce le pouvoir avec brutalité, on essaye de soumettre les autres. Il y a une tentative de soumission. Dans cette brutalité, le pouvoir développe la paranoïa. Et on a vraiment vu que le pouvoir de Tshisekedi est complotiste. Il voit le mal partout. Il crée des ennemis intérieurs et extérieurs. Il trouve des boucs émissaires ici ou là. Donc, je crois que le climat, il y a à la fois de guerre, de suspicion, de corruption, d'allégeance aussi, a fait que, à un moment donné, on a cru voir parmi ces généraux des subversifs. Le problème qu'il y a, c'est que on reproche à ces militaires d'avoir travaillé avec l'ancien président Kabila. Non, les militaires, c'était un militaire du pays, ce n'est pas un militaire d'un président. Et donc voilà comment il se retrouve à la barre, à la haute cour militaire. Je crois bien que les magistrats de la haute cour militaire ont vraiment une patate chaude. Mais pourquoi alors, Tite, la défense conteste-t-elle la légalité de certaines opérations menées pendant l'enquête? Parce qu'il y a des organes clandestins qui n'ont ni autorité, ni attribution, ni légalité d'arrêter des gens nuitamment. Ouais. Mais alors, la présence de plusieurs officiers originaires de l'Est parmi les prévenus peut-elle alimenter un sentiment d'une justice à caractère communautaire? Ah, mais le pouvoir de Tshisekedi est caractérisé par le tribalisme institutionnalisé. Et la guerre contre d'abord les Tutsis congolais a connu des extensions. On reproche à beaucoup de gens d'être restés fidèles ou loyaux à l'ancien président Kabila. Et donc, comme c'est très communautarisé, le président Kabila vient du Katanga. Alors, tout Katangais qui ne fait pas allégeance à Tshisekedi est pourchassé à cause de ça. Évidemment, le Kivu, n'en parlons pas. Le Haut-Zaïre, il y a Corneille Nangaa qui est ressortissant de là-bas.
oui, donc tous ceux qui parlent swahili sont stigmatisés et on a vu des exemples graves. Il y a une jeune fille de Bukavu qui est passée Miss Congo qu'on a traitée de rwandaise. Le nouveau président de la Fédération congolaise de football vient de nommer une secrétaire générale qu'on a accusée de rwandaise. Laetitia Modèle. Et donc, c'est devenu un crime, le faciès de quelqu'un. C'est dans ce climat que s'inscrit tout ça. Mais alors, de ce fait, existe-t-il des éléments permettant de parler d'une éventuelle purge au sein de la FARDC? Ah, mais ça, rien à faire, oui. Oui. Si nous essayons un peu d'avancer, selon les informations rapportées, une délégation de l'AFC M23 se trouverait actuellement à Doha. Mais y a-t-il de nouveaux développements dans le processus? J'espère qu'ils sont bien arrivés. Hein. Et des développements, non. Mais de ce que j'ai pu glaner ici ou là, je crains que la séance ne soit houleuse. Parce que l'AFC M23 est frustré. Au motif que les rounds de Doha et de Montreux n'ont pratiquement rien donné. Que chaque fois qu'ils ont signé, ne serait-ce que le cessez-le-feu, Tshisekedi a continué les bombardements. Tout ce qui a été convenu n'a pas eu l'ombre d'un début de commencement. Allez-y voir la libération des prisonniers politiques. Donc, la délégation de l'AFC M23 qui se rend à Doha, ou je crois qu'il est déjà arrivé, va poser des préalables à la médiation, et c'est pour ça que j'ai dit que ça risque d'être houleux. On parle de violation systématique de cessez-le-feu par le pouvoir de Tshisekedi. On parle de libération des prisonniers de faciès. On a vu la séquence des 15 qui n'est pas vraiment jolie. On parle des sanctions américaines, à la fois contre le Rwanda et contre certains hauts responsables de l'AFC M23, y compris l'ancien président Joseph Kabila. Le préalable qui va être posé à Doha sera adressé, je pense, aux Américains. En tant que parrain, avez-vous été, on va dire, équilibré dans la prise de ces sanctions? Quelles sont les motivations des sanctions? Quelle est l'efficacité de ces sanctions? Et qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Le catalogue de réprimandes contre le pouvoir de Tshisekedi existe. Et lui, il est intouchable. Il faut que ça soit dit et nommé. Au cas où il serait intouchable, pourquoi nous venons nous retrouver avec sa délégation autour de cette table? Parce que ça ne servira à rien. Et donc, oui, ils sont allés à Doha. Oui, dans des termes polis mais fermes, ils devront poser les questions qui fâchent. Ces derniers jours, les autorités congolaises soutiennent qu'il y aurait un dispositif qui prévoit que les combattants FDLR déposent leurs armes, rejoignent des centres de transit sécurisés, avant d'être progressivement réintégrés dans la vie civile. C'est comme une entente à l'amiable qui serait établie entre Kinshasa et les FDLR. Mais vos avis sur ce point? Depuis la signature de l'accord de Washington,
le service après-vente de Kinshasa est déplorable. Kinshasa dénature l'accord de Washington. Kinshasa pervertit l'accord de Washington. Alors, la dernière trouvaille, c'est cette déclaration des FDLR dont le ministre Anzuluni est devenu le porte-parole quasiment. Il a fait une tournée des capitales pour aller présenter le document des FDLR. Washington parle de neutralisation des FDLR. Kinshasa et son allié FDLR parlent de l'acceptation de démobilisation. Attendez, une chose est la démobilisation, une autre chose est la neutralisation. On sait trop bien que les FDLR bénéficient d'un réseau de soutien, à commencer par le gouvernement congolais. Il faut casser ce réseau-là. Ça, ce n'est pas la démobilisation. On sait trop bien que les FDLR sont présents dans la chaîne de commandement jusqu'au niveau de l'état-major. On ne parle pas de démobilisation. Il est suffisamment articulé que les FDLR sont au cœur du dispositif des FARDC. Et on nous dit que c'est les FARDC qui vont les démobiliser. Il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, les FDLR sont allés jusqu'à poser des conditions. Oui, parce que c'est un arrangement entre alliés. Mais il faut regarder au-delà de ce communiqué, au-delà de la tournée productive du ministre Anzuluni, et faire un peu le flashback. Les FDLR sont au cœur d'un projet d'épuration ethnique dans la région, dont la personne la plus visible est le président Tshisekedi, qui l'a dit et répété pour que ça soit bien entendu. Son allié, le président Ndayishimiye, est venu à Kinshasa, lui emboîter le pas et répéter la même chose. Le président Tshisekedi, ça n'est pas un secret pour qui que ce soit, a pris attache avec les anciens génocidaires qui sont domiciliés à Niamey, au Niger. On assiste à des allers-retours, en tout cas de manière régulière, des personnes liées directement au FDLR qui viennent à Kinshasa, qui vont se faire photographier avec le président Tshisekedi. On a entendu un autre son de cloche. Quand à Washington, on signe la neutralisation des FDLR, depuis la Belgique, il y a des voix qui nous ont carrément dit que ce serait une violation du droit international humanitaire. Ça veut dire qu'il y a d'abord deux États qui ont intérêt à maintenir les FDLR et plutôt à les renforcer, le Congo et le Burundi. Autour d'eux, il y a des réseaux, des groupes et des individus qui ont intérêt au maintien en l'état, sinon au renforcement des capacités des FDLR. Avec toutes ces explications, on a l'impression que les FDLR sont légitimes en RDC. Eutyte, en parlant d'accord de Washington, le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, présidé par la France, est composé notamment des États-Unis, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Union européenne, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.
ont insisté sur le fait que la RDC devait démanteler les FDLR conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington. C'est ce qui ressort d'un récent communiqué. Comment avez-vous accueilli cette demande? C'est une demande parmi tant d'autres. C'est une demande qui vient constater que Kinshasa traîne les pieds dans la mise en application de l'accord de Washington. C'est une demande qui vient contredire la déclaration des FDLR. C'est une demande qui prend très au sérieux la menace que constituent les FDLR, mais aussi son idéologie. C'est une demande qui ne sera pas malheureusement écoutée par le président Tshisekedi. Mais à part cette demande, voyez-vous d'éventuelles répercussions s'il n'y a pas d'engagement de Kinshasa? Et c'est ce que je disais tantôt pour ceux qui sont partis à Doha, qui devront rappeler quand même aux parrains, les États-Unis, qu'il a pris parti pour Kinshasa. Donc, si le groupe de contact monte au créneau, c'est parce qu'il a constaté les défaillances à la fois de Doha, de Montreux, c'est parce qu'il constate aussi la mauvaise foi de Kinshasa, oui. Si nous analysons un autre point actuel en RDC, le 8 août dernier, Félix Tshisekedi a réuni autour de lui plusieurs acteurs appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en place d'un futur dialogue national. Celui-ci devrait porter le nom de Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Mais le fameux dialogue inclusif est-il enfin sur le point de se tenir? Oui et non. Oui, parce que le président Tshisekedi a de moins en moins de marge de manœuvre, même s'il fait beaucoup de tentatives pour gagner du temps. Les atermoiements et les revirements, ça commence à bien faire, comme dirait l'autre. Il a une très forte pression à la fois de l'opposition non armée, des églises et de la société civile. Il a fait faux bond au président Lorenzo et puis il est revenu encore à la charge. Il avait retiré le dossier des mains des évêques et puis il leur a redonné encore le dossier. Il cherche à en être le maître et les autres le lui refusent. Je crois que la manœuvre se trouve là. Il y a des déclarations qui sont incompatibles avec la tenue du dialogue inclusif. Il y a un dispositif qui, lui aussi, prôné par Tshisekedi, est incompatible. Déjà, la tenue du dialogue à Kinshasa, vous n'allez pas demander aux gens que vous avez condamnés à mort. Vous n'allez pas demander aux gens dont les têtes ont été mises à prix par votre ministre de la Justice de venir tranquillement à Kinshasa et que tout se passera bien. Ce dialogue a vraiment du plomb dans l'aile. Mais alors, de ce fait, qui seront autour de la table dans ce fameux dialogue inclusif? Ah ben c'est les acteurs politiques et la société civile. C'est les partis politiques. C'est les évêques auraient dû être les arbitres. En tout cas, c'était ça leur projet. Mais bon, voilà, on aura les représentants du pouvoir, les représentants de l'opposition. L'opposition qu'il faut prendre en deux temps. Il y a l'opposition non armée, le C64, l'opposition armée, l'AFC M23, et probablement aussi beaucoup de membres, oui, de la société civile. Mais alors, à quoi s'attendre de ce dialogue inclusif si toutes les parties concernées dans le conflit ne sont pas invitées? Et à ce que ça fasse un fiasco. Ouais. Donc, vous pensez que ce dialogue ne pourra pas s'attaquer aux causes profondes de la crise congolaise?
Si la composition est biaisée, si l'agenda est concocté par le pouvoir, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Ce sera du saupoudrage, on va faire des beaux discours comme les Congolais savent en faire. On va nous organiser un gouvernement d'union nationale qui n'en sera pas. Et voilà. Non, pour s'attaquer aux causes profondes, il faudra... Ça s'appelle dialogue inclusif. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'exclure qui que ce soit. Mais pour tenir ce dialogue inclusif, il y a des préalables. L'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort. Vous maintenez la condamnation et vous attendez qu'il vienne au dialogue ou qu'il envoie une délégation? Non. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Général Makenga, leurs têtes ont été mises à prix par le gouvernement congolais. Vous levez la mesure, vous la maintenez et vous pensez qu'ils vont venir au dialogue? Non. Ce dialogue est vraiment une épine dans le pied du président Tshisekedi. Ce préalable dont je parle, la levée de ces condamnations-là, d'une justice instrumentalisée, il y a des biens qui ont été confisqués. Comme ça. Il y a des gens qui ont été emprisonnés. Parce que, dit-on, ils auraient des liens de famille avec certains hauts responsables de l'AFCM 23. Il faut que ces gens quittent d'abord les cachots de Tshisekedi. Et si jamais ça ne s'est passé pas comme ça, est-ce qu'on peut tenir un dialogue dans ces conditions-là? Moi, je pense que non. Est-ce que, Tite, vous pensez que le gouvernement de la RDC pourrait se justifier de dire le dialogue inclusif, il y a ses partenaires qui le gouvernement accepte et les gens qui ne sont pas invités, vous avez parlé de Bertrand Bisimwa, l'AFC, dire non, eux, ils sont à Doha, nous sommes dans le dialogue inclusif, c'est... je sais pas. Mais justement, la formulation de ce dialogue ne doit pas être entre les mains du président Tshisekedi, parce que lui aussi est parti au conflit. Il y a eu la Senko et les églises protestantes qu'il a sabotées. Il y a eu, à sa demande d'ailleurs, l'initiative du président Lorenzo, qu'il a refoulé. Qu'est-ce qu'il veut? En tout cas, il ne veut pas du dialogue qui traite de causes profondes, parce qu'il sera obligé de rendre compte. Il veut un dialogue taillé sur mesure. Personne ne va lui offrir ça. Tite, justement, à Kinshasa, il a été récemment rapporté les visites du général Prime Niyongabo, chef d'état-major général des forces de défense nationale du Burundi, et d'Éric Prince, le fondateur de la sulfureuse société militaire privée Blackwater. Mais qu'est-ce qui se trame dans la capitale congolaise? Y a-t-il un risque d'intensification? Oui, il se trame que le général Prime doit s'est rendu à Kinshasa pour rendre compte de la débâcle de Minembwe. Peut-être de voir avec ses homologues congolais où est-ce qu'on remet l'état-major, est-ce qu'on met ça à Bujumbura, est-ce qu'on met ça à Kalemi. Le général Prime doit aller dire aux Congolais qu'il y a une ardoise qui traînaille et qu'à Bujumbura, on a besoin d'argent et c'est urgent. Et donc, oui, le président Tshisekedi est dans une logique de poursuite de la guerre, quel que soit le prix. Donc, probablement qu'ils font pression sur le Burundi pour qu'il ravitaille encore en hommes et que le Burundi dit
on est saturé. On en a perdu beaucoup pour en envoyer encore à Minembwe ou ailleurs. Est-ce que le Burundi va continuer à alimenter comme ça le front de Minembwe en chair à canon? Cette question doit être posée et nécessite des réponses. Est-ce que le Burundi a entendu le message du président Bertrand Bisimwa qui a déclaré face à la presse qu'ils n'ont pas de problème avec le Burundi et que la présence militaire burundaise en République démocratique du Congo est en train de tuer, de massacrer des Congolais. Et comme eux, ils ont l'obligation de protéger les Congolais, ils pourraient exercer un droit de suite sur les Burundais. Cette mise en garde doit être prise très au sérieux. Donc je crois que tout ça a fait l'objet de discussions entre la délégation burundaise et les officiers congolais. Petite, nous avons précédemment évoqué la présence d'une délégation de l'AFC M23 à Doha pour des pourparlers avec le gouvernement congolais. Mais quelle est la situation qui prévaut actuellement sur le terrain? Il y a des spéculations qui commencent à dire Uvira. Mais quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain? Je ne pense pas, moi, en l'état actuel, qu'il soit de l'intérêt de l'AFC M23 d'entrer dans Uvira. Non. Ils ont pris les hauts plateaux. Donc, ils ont dégagé les Burundais, les Wazalendo, les FDLR et les FARDC. Je crois qu'à partir des hauts plateaux, ils peuvent plutôt continuer du côté de Fizi et avoir une marge de profondeur vers Kindu. Ça, c'est jouable. Et à partir de Fizi, je crois que Kalemi est à portée de main, étant donné que Kalemi, dont on a voulu faire le centre de commandement, les FARDC qu'on a envoyés à Kalemi ont refusé de combattre. Ils ont enlevé les uniformes, ils ont fui. Sauter Uvira et aller du côté de Kalemi, oui, c'est empêcher les ravitaillements à la fois des FARDC et tous leurs supplétifs. Uvira, pour pas faire croire qu'on vient provoquer le Burundi qui est juste en face, et Uvira qui ne marque pas beaucoup d'intérêt en termes... Uvira, c'est une petite ville. On a le précédent. Les Américains en ont fait un totem. Pour ne pas jouer la provocation, on peut contourner Uvira et aller, oui, vers le sud. Tite, nous avons une information de dernière minute. Le Rwanda et la RDC ont évalué les 12 et 13 août à Genève les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington le 27 juin. La 6e réunion du GSCM a réuni des représentants des deux pays, ainsi que des États-Unis, du Qatar, du Togo et de l'Union africaine. Les deux parties ont convenu de poursuivre deux initiatives visant à renforcer le suivi de l'accord dont les détails n'ont pas été dévoilés, selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères américaine. Mais est-ce une bonne nouvelle pour vous, analystes politiques? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a une très forte dose de mauvaise foi de Kinshasa. C'est vraiment intense. Les réunions, on peut les multiplier. Les déclarations, les communiqués, on peut... Ça ne fera pas avancer les choses quand on voit comment le pouvoir de Kinshasa fait du valse. Il y a beaucoup de tergiversations, il y a beaucoup de reniements, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de va-et-vient, juste pour ne pas mettre en application.
Donc, ça ne m'emballe pas du tout. Non. Mais alors, d'une manière générale, nous voyons Kinshasa se mettre dans des processus de paix. On parle de Doha, on a parlé de dialogue inclusif, nous les voyons à Genève. Et ils réaffirment toujours le fait de respecter, on va respecter les accords de Washington. Mais alors, d'une manière générale, Tite, mais quel est l'intérêt à gauche être dans des processus de paix et à droite être dans des réunions avec des responsables de milices Oui, vous allez à Genève pour dire la main sur le cœur, on va respecter l'accord de Washington, et à Kinshasa, vous recevez le patron des mercenaires. Il y a une incompatibilité là-dedans. Mais vous allez à Doha et vous amassez des troupes vers Kalemi. Quelque chose qui ne va pas. Non, moi je suis maintenant convaincu d'une chose. Tshisekedi va poursuivre la guerre avec le peu de moyens qui lui restent. Tshisekedi va tout faire. En tout cas, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour noyer Doha, pour noyer Washington et ce fameux dialogue-là pour le diluer le plus qu'il pourra. Est-ce que Tite, vous pensez qu'un jour, les médiateurs et différents partenaires verront que les processus de paix en RDC n'aboutissent à rien parce que vous venez de dire que Tshisekedi va continuer la guerre jusqu'à la fin. Est-ce qu'un jour les partenaires vont dire ces processus de paix ne sont pas nécessaires? J'espère qu'ils arriveront à ce constat, oui. Il va falloir. Tite, en tout cas, nous vous remercions aujourd'hui pour vos explications et espérons que vous serez encore ici pour continuer à décrypter la situation. Avec plaisir. Merci beaucoup, Tite.